le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Donc, je vais réaliser une longue série de vidéos sur cette thématique car il me semble important de la développer avec précision. Donc, je vais commencer par définir la dépendance affective comme une pathologie du lien et dans cette première vidéo, voir comment il est important pour les dépendants affectifs de plaire à tout prix. Même si j'emploie le féminin, les hommes peuvent bien sûr aussi être des dépendants affectifs. Alors, petite introduction, l'être humain est avant tout un être social. Nous sommes donc tous dépendants affectivement dans la mesure où nous avons non seulement besoin les uns des autres, mais aussi besoin de savoir que nous sommes aimés. C'est une dépendance on ne peut plus normale. Durant toute sa vie, chacun d'entre nous a besoin de nourriture affective au moins autant que de nourriture terrestre. Parler de dépendance affective pathologique amène logiquement à parler d'addiction, dernier recours pour pallier les conséquences d'une souffrance psychique souvent déterminée par des traumas anciens. Des liens parents-enfants problématiques ou pathologiques ont installé une grande insécurité affective chez le tout petit, que l'on retrouvera chez l'adolescent, puis plus tard chez l'adulte. Cette forme d'attachement, affectivement et émotionnellement très carencée, n'a pas su répondre aux besoins psychiques essentiels de l'enfant. L'adulte qui deviendra souffrira de dépendance affective problématique ou pire, pathologique. La dépendance affective pathologique et son cortège de dépression, d'angoisse, de sentiments d'échec étant la base de toutes les autres addictions. La dépendance s'installe dès que l'on ne peut plus se passer de l'objet ou de la substance choisie. En raison des graves et profondes carences affectives installées dès la petite enfance, les dépendants affectifs pathologiques ne s'aiment pas et ne s'aimant pas, recherchent à l'extérieur ce qu'ils ne trouvent pas en eux. C'est le désamour d'eux-mêmes qui les entraîne dans cette pathologie. C'est parce qu'ils ont été empêchés de s'aimer qu'ils cherchent cet amour chez les autres, une façon de compenser ce qui leur a manqué et leur manque encore cruellement. Une façon aussi de repousser la terreur de la solitude. L'autre, totalement idéalisé, n'est pas aimé tel qu'il est. Il n'est finalement qu'un outil, un fournisseur de drogue, un dealer de marques d'amour, un moyen pour apaiser la détresse et le désamour de soi. Les dépendants affectifs pathologiques sont narcissiques sans en être conscients, constamment en recherche de marques de reconnaissance et d'approbation qui les rassureraient sur leur valeur. Pour eux, le sentiment de leur valeur personnelle et leur bonheur ne peuvent advenir que de l'extérieur. Donc, ils ont besoin de plaire à tout prix. Les dépendants affectifs ne vivent que dans la quête de plaire à tout prix pour obtenir de l'amour, recevoir des compliments, être reconnus pour leur qualité relationnelle. Voici les comportements et troubles que l'on peut trouver chez les dépendants affectifs. Les comportements soumis, la peur de la séparation, des difficultés à exprimer son désaccord, un manque de confiance en soi, sentiment de malaise ou d'impuissance quand ils sont seuls, terreur de l'abandon, profonde blessure d'amour-propre, troubles de l'humeur, de l'anxiété et même dépression. Si les dépendants affectifs se montrent extrêmement attentifs aux autres, ils demeurent le plus souvent sourds à leurs propres désirs et souhaits. Ils agissent comme ils pensent devoir le faire et non comme ils ont envie de faire. L'essentiel étant de maintenir l'image qu'ils veulent donner aux autres. Mais derrière cette image, leurs besoins et envies sont étouffés, emprisonnés de peur de déplaire à ces autres. Il faut alors se détourner de soi, ne jamais se révéler, taire ses failles pourtant bien humaines. Le dépendant affectif n'est jamais suffisamment rassasié et les doses finalement se révèlent insuffisantes. Attirer l'attention des autres sur eux permet de reléguer aux oubliettes la peur du vide, de la solitude, le désamour de soi, l'immense sentiment d'impuissance à être aimé et de ne rien valoir. La recherche d'amour, d'approbation, de reconnaissance. Dispenser sans cesse de l'attention, du soutien, de la présence permet d'obtenir de la reconnaissance. Les dépendants affectifs apprennent ainsi à se conformer aux désirs des autres en espérant satisfaire leurs propres besoins, sachant que le seul qui compte vraiment est celui d'être aimé. Le dépendant affectif aliène totalement sa liberté et refoule longtemps ses propres sentiments et émotions, jusqu'à s'en rendre malade parfois. Il leur faut aider, soutenir, encourager, écouter, plaindre, consoler, sans jamais rien demander pour eux. Il serait honteux et humiliant de ne pas aller bien. Si leur humeur semble plutôt égale et joyeuse,
Elles donnent d'ailleurs l'impression d'avoir une assez haute estime de soi. Il ne s'agit là que d'une apparence, car le contrôle sur elles-mêmes est grand, pour dissimuler leur crainte d'être critiquées, de déplaire, d'être rejetées. Je vais faire une petite digression en parlant des bourreaux du travail ou workaholic. Être indispensable, se montrer disponible à tout moment, sacrifier sa vie personnelle au travail, confondre vivre et travailler, telles sont les caractéristiques des alcooliques du travail. Ils sont dépendants pathologiques au travail. Leurs symptômes font partie d'un tableau clinique précis. Migraine, hypertension, problèmes cardiaques et rénaux, indigestion, douleurs gastriques, insomnie, irritabilité, agressivité, apathie, tristesse, colère, troubles du comportement, anorexie ou boulimie. Quand les antidépresseurs et les anxiolytiques ne suffisent plus, ils craquent. C'est le burn-out, la dépression, l'angoisse. L'épuisement est autant physique que psychique. Les bourreaux de travail, pratiquant inconsciemment l'autothérapie, comme tous les dépendants d'ailleurs, se sont jetés corps et âme perdus pour ne plus penser à autre chose qu'à leur activité professionnelle. Surtout, ne plus ressentir, éviter toute confrontation avec soi-même. Ils sont le plus souvent nés dans une famille où l'on confondait l'être et le faire, où la réussite et l'efficacité étaient des valeurs prépondérantes. Lorsqu'ils entrent en dépression, ce qui est bien normal tant ils font subir de violences à leur psychisme et à leur corps, les bourreaux de travail décompensent enfin. De façon brutale et inattendue, ils souffrent d'une sévère overdose. J'enchaîne donc avec du coup le piège du perfectionnisme pour les dépendants affectifs pathologiques, quels qu'ils soient. Non seulement il serait honteux et humiliant de ne pas aller toujours bien, mais il serait honteux et humiliant de n'être pas parfait. Car s'ils ne sont pas parfaits, on risque de ne pas les aimer, on risque même de les rejeter. La pression constante d'un idéal de perfectionnement tend leur cou, raidit leurs épaules, brise leur dos, trouble leur sommeil. Un tel idéal ne donne aucune permission. Il n'impose que des interdits et des devoirs. La vie émotionnelle est murée car il faut se taire sur ce que l'on ressent, puisque ne sont importantes que les émotions des autres. Leur idéal de perfection les a coupés de ce qu'ils ressentent vraiment au plus profond d'eux-mêmes. D'une humeur en apparence égale, ils se conforment à ce qu'ils croient que les autres exigent d'eux. On peut vivre la dépendance affective de façon plus discrète et masquée. Chez des personnes qui clament haut et fort qu'elles n'ont besoin de personne, qui ont le sentiment d'écoutoufer et qui se sentent oppressées en couple, comme si leur partenaire au fil du temps les entravait. Ces personnes sont très autonomes dans tous les domaines de leur vie, indépendantes et sûrement pas déprimées. Pourtant, leur vie amoureuse est faite de ruptures successives tant elles craignent l'engagement dans ce domaine. Quand elles ne sont pas célibataires, elles sont très souvent déçues et frustrées par la piètre qualité, à leurs yeux, des échanges de marques d'amour, mais préfèrent se taire. Dans leur enfance, aucune envie ne pouvait être exprimée et donc encore moins satisfaite. La constante intrusion de leurs parents les a à ce point empêchées de développer leur propre personnalité qu'elles éprouvent de très grandes difficultés à associer intimité et amour, engagement et amour véritable. Les demandes de l'autre sont souvent vécues comme des intrusions, l'expression de leur amour comme des freins à leur indépendance. Elles vivent ainsi un combat intérieur particulièrement pénible, combat entre leur désir d'aimer et d'être aimé et la défense de leur indépendance si chèrement acquise. Un autre critère, donc, la suradaptation au désir de l'autre. Les dépendants affectifs sont muselés par leur besoin impérieux de plaire et d'être approuvés en tout. Leur idée, croit-il, n'intéresse personne et risquerait de heurter cet autre qui pourrait alors les rejeter. Les grands dépendants acceptent non seulement de s'adapter au désir de l'autre, mais de s'y suradapter. Tant pis s'ils sont appréciés, aimés pour ce qu'ils ne sont pas, pour leur grand talent à jouer un rôle. L'essentiel est d'être apprécié, aimé, parfois admiré. Et tant pis si leurs actes vont à l'encontre de certaines de leurs valeurs, pourvu qu'ils conviennent à l'autre. Ils peuvent même mentir délibérément pour ne pas risquer la désapprobation, jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils pensent vraiment, jusqu'à ne plus savoir non plus qui ils sont vraiment, jusqu'à ne plus savoir ce qu'ils ressentent vraiment. Bon nombre de ces grands dépendants affectifs sont dans un faux self. Ils se sont tellement coupés de leur véritable personnalité, de leur véritable identité, qu'ils finissent par confondre le rôle et leur réalité. Les dépendants affectifs vont jusqu'à vivre dans leur relation amoureuse une sexualité peu satisfaisante, le plaisir de l'autre étant leur seule préoccupation. On aborde maintenant du rôle à la manipulation.
Même si bon nombre de grands dépendants affectifs excellent dans leur rôle depuis très longtemps, jusqu'à oublier qu'ils jouent un rôle, il n'en reste pas moins que la manipulation, bien réelle, se dissimule souvent derrière une extrême gentillesse. Enfoui dans l'inconscient se cache trop souvent le désir de rendre l'autre redevable. Leur attitude ressemblerait à de la générosité, de la bonté, de l'altruisme, de l'amour même, alors qu'il est surtout question ici de chercher à satisfaire un incoercible besoin d'être apprécié et aimé. Voilà, pour cette partie, donc c'est fini. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tenenbaum. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue en écoutant celui de l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce sujet. Merci beaucoup.